Bonjour à tous, allez, ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de nouvelles vidéos, pour la simple et bonne raison que j'ai pris le temps cette fois-ci de compiler en fait et de préparer un gros PDF donc, que je vous ai mis à dispo sur la classe, qui reprend en fait tout le chapitre 6 qui va être consacré à l'alimentation, au tube digestif, dans la mesure où en fait je me suis dit que c'était peut-être plus simple pour vous d'avoir un seul et unique PDF avec tout le cours dedans, que deux ou trois documents comme j'avais fait auparavant, ça vous évitera de vous perdre. Donc on va être ensemble aujourd'hui un peu plus longtemps que d'habitude, puisqu'on va avoir l'équivalent de trois activités d'affilée, voire quatre, je sais plus, dans ce cours. Donc on va essayer de tout voir d'un coup, comme ça vous aurez tout sous la main en une seule fois. Avant toute chose, un petit retour sur le contrôle, enfin sur l'évaluation. Donc déjà merci aux élèves qui ont pris le temps de faire l'évaluation, de me la renvoyer. Dans l'ensemble, il y avait plutôt de bonnes notes, hein, donc ça c'est plutôt assez bien passé à ce niveau-là, donc je suis plutôt content. Voilà, j'ai tout noté dans mon petit carnet avec mes notes. Cinquième 1, 6 élèves sur les 25 qui m'ont fait l'effort, donc merci à ceux qui l'ont fait. Il y en a eu quelques-uns qui étaient un petit peu en difficulté sur les notes, d'autres ça allait à peu près. Souvent le souci qu'on retrouve beaucoup quand vous faites des comparaisons, hein, si vous vous souvenez dans le premier exercice, il fallait comparer des chiffres et des données, c'est justement que vous oubliez de donner les chiffres, vous comparez, soit vous me donnez des données sans la comparer à autre chose, soit vous oubliez de me donner des chiffres entre parenthèses pour justifier vos comparaisons. Donc voilà, faites attention à ça, et pareil quand vous commentez un schéma, ou quand vous le complétez, essayez autant que possible de mettre un titre. Ça vaut pour tout le monde. Je fais ces remarques-là pour les 5e 1, ça vaut aussi pour les autres, hein. J'ai noté au fur et à mesure ce que je voyais arriver. Voilà. 5e 2, j'ai eu un peu plus de monde là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 élèves. On n'est toujours pas à la majorité de la classe, mais c'est déjà mieux. Avec dans l'ensemble plutôt des bonnes notes aussi. Donc je suis assez content. Il y a un élève qui a eu un peu plus de difficultés, mais bon, il n'y a rien de catastrophique non plus. Donc là, pareil. Pensez à légender vos graphiques, pensez à faire des phrases quand vous répondez ça sera toujours utile, hein, quand on fait une réponse à une question. Mettez pas juste un mot ou trois mots, faites une phrase, sujet, verbe, complément, qui va bien, histoire que ce soit clair et concis. Voilà, faites attention au sens de la réaction énergétique dans le muscle, hein, il y a eu pas mal d'erreurs à ce niveau-là. Certains qui m'ont confondu le rejet de CO2 et d'énergie avec de l'eau, enfin faites attention à ces petites choses-là. Voilà, faites aussi attention quand vous répondez aux questions, répondez bien aux questions A, B, C, D séparément. J'en ai un ou deux qui m'ont fait des réponses globales pour tout et en fin de compte, on s'embrouille, c'est pas plus clair. Donc essayons de rester scientifiques, répondons à la question posée dans l'ordre. 5e 3, meilleure participation des 5e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est pas plus de la moitié de la classe, avec dans l'ensemble, pareil, toujours d'assez bonnes évaluations. J'ai une autre des participations qui sont fragiles ou insuffisantes, mais comme dans tous les cas, je salue ceux qui ont pris le temps de faire ce devoir, même si les résultats sont un peu moins bons, j'en tiendrai pas compte. De cette façon-là. Voilà, si ça a été fait, la démarche a été faite, donc même s'il y a des choses qui ont été moins bien comprises, vous avez pour vous le fait d'avoir fait l'effort de bosser, et ça fait quand même plaisir. Là, la remarque que j'ai à faire, au niveau du schéma qu'il y avait à faire au début, il y a eu plein d'erreurs dessus. Le schéma était identique à celui du cours et vous aviez votre cours, donc c'était quand même pas compliqué, je pense, de faire la même chose, de recopier bêtement votre schéma. Donc ceux qui sont allés chercher d'autres choses et qui se sont plantés, c'est quand même un peu dommage parce qu'il suffisait d'ouvrir le cours que je vous avais envoyé pour ça. Voilà. Et je finirai ça c'est un problème qui est assez récurrent souvent, faites attention à l'orthographe, autant que possible aux tournures de phrases. Hein, des fois vous m'écrivez des trucs qui sont vraiment pas français, c'est compliqué de comprendre, vous faites des fautes d'orthographe qui sont à mon avis, pas trop compliqué. Je demande pas à ce que tout le monde écrive super bien, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a un mot qui est écrit dans l'énoncé et qu'à la ligne du dessous vous le recopiez en faisant une faute, c'est un peu dommage. Voilà, bon, c'est des petites choses, mais qui rendront le devoir plus agréable à lire et donc par extension, la note sera mieux perçue, donc puis ça vous servira plus tard. Voilà, ça c'était la partie contrôle, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous transmette vos notes, parce que pour l'instant elles ne sont pas encore entrées sur Pronote. Il faut encore que je vois, là j'ai eu un petit souci de connexion récemment. Mais voilà, donc du coup n'hésitez pas à me contacter, il y en a qui l'ont déjà fait, je transmettrai, je vous donnerai vos notes, il n'y a pas de souci, voire même quelques corrections détaillées. La correction complète est également disponible dans les données
dans les données de vos, comment ça s'appelle, sur la classe, dans la tuile de SVT, doc, données de cours, je crois. Donc vous la trouverez là où vous avez trouvé aussi l'évaluation. Voilà, bon, on attaque ce chapitre 6 sur l'alimentation. Donc voici, hop, tout prêt, tout beau, tout gros. Avec ce premier constat, nous avons tous besoin de manger. On est d'accord, l'alimentation permet d'ingérer la nourriture nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. On a vu par exemple dans le corps à l'effort juste avant qu'on avait besoin notamment de protéines, de glucides, ce sont des choses qu'on avale via l'alimentation. La question qu'on va se poser, c'est comment et en fonction de quoi varient nos besoins de nourriture, et une fois ingérés, que deviennent les aliments. Donc de quoi on a besoin, comment ça varie au cours du temps, et une fois qu'on a mangé, qu'est-ce qui se passe dans notre corps en fait, littéralement entre la bouche et l'anus finalement, dans tout ce grand organisme, cette grande partie du corps qu'on appelle donc le tube digestif. Voilà. Donc l'activité 1, régime et équilibre alimentaire. Premier point, les besoins énergétiques. Donc vous avez le document 1 qui est là, donc qui vous montre ce qu'on appelle donc les besoins énergétiques en fonction des catégories d'âge. Donc voilà, donc les besoins énergétiques, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire à l'individu pour assurer ses dépenses énergétiques. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on a besoin de manger pour satisfaire le fonctionnement correct de notre corps. Voilà, donc là le document vous présente donc les variations selon l'âge, selon le sexe. Et qu'est-ce qu'on peut constater là-dessus, c'est que l'homme a des besoins en énergie qui varient selon des facteurs internes, donc en fonction du sexe et de l'âge, et externes, donc en fonction de l'activité physique. C'est-à-dire qu'évidemment, plus on va faire par exemple de sport, plus on va se dépenser, plus on va avoir besoin de manger a priori pour compenser. Et moins on bouge, moins on a besoin d'énergie, puisque de toute façon, on ne fait pas grand-chose. Question, comment équilibrer son alimentation en fonction des besoins de l'organisme ? Voilà, avec ce joli petit dessin qui vous rappelle qu'un ado sur 3 est en surpoids en Europe parce qu'on mange trop de cochonneries et qu'on ne bouge pas assez. Je ne vous jette pas la pierre, c'était déjà le cas à mon époque et moi le premier, il aurait peut-être fallu que je fasse un peu plus de sport quand j'étais ado. Voilà. Donc on dispose en fait de plusieurs outils de mesure pour essayer d'établir un peu ces besoins de l'organisme. La valeur du métabolisme, l'IMC, l'indice de masse corporelle et la valeur énergétique de la ration. Donc c'est des outils de mesure qui peuvent se calculer, c'est ce qu'on va voir par la suite. Dans le point numéro 2, mesurer ses besoins. Alors là, on a une petite activité qui était à faire, donc qui est pas... Enfin, si vous avez le temps d'y aller, allez-y, c'est quand même toujours rigolo à faire. Le cas échéant, je l'ai refaite en direct pour vous. Donc à l'adresse du site que je vous donne, on peut calculer la valeur de son métabolisme, de son IMC et la valeur énergétique de sa ration. Et je parle trop vite, la valeur énergétique de sa ration, je vais y arriver. Donc vous arrivez quand vous êtes sur le site, sur ce premier panneau qui vous propose de renseigner votre sexe, votre âge, votre masse en kilos, donc votre poids, votre taille, si vous êtes une croissance en cours, donc là c'était coché parce que croissance en cours, ça sous-entend que vous n'êtes pas encore adulte, donc ça c'est votre cas. Dans mon cas, moi ça ne marche pas. Grossesse en cours, je suis un garçon, on s'en fiche, et vous, vu votre âge, j'ose espérer que non. Donc j'ai pris mon cas à moi, comme ça me permet un petit peu d'avoir un cas spécifique. L'idée à l'origine était que chacun ou un élève par groupe en fait faisait l'activité pour voir un peu où vous en étiez. Donc dans mon cas, métabolisme de base, avec le calcul qui a été fait, donc moi j'ai entré mon âge, j'ai 39 ans, mon poids, je fais 78 kg, ma hauteur je suis 1m80, et donc ça me donnait ce résultat-là, métabolisme de base, quantité d'énergie dépensée par l'organisme au repos, environ 1700 kcal par jour. Mon IMC qui se calcule, donc pour l'instant est à 24, vous avez en dessous le petit graphique là, qui vous indique où on se classe, donc 24, je suis encore en normal, mais il ne faudrait pas que je mange encore trop. Ma masse idéale est à 73 kg au lieu des 78 que je fais actuellement, et c'est pas faux, puisqu'en général je suis plutôt à 72 kg, et que ces derniers mois je me suis un peu laissé aller. C'est pas bien, voilà, mais bon. Hop là, toujours sur le site, il y a une petite faute de frappe, toujours sur le site, en cliquant 2 fois de suite, il est possible de calculer sa ration quotidienne et de savoir si on mange en fait trop ou pas assez. Donc là, vous verrez en avançant sur le site, ça prend un peu plus de temps à faire, on peut vraiment calculer spécifiquement, catégorie par catégorie, ce qu'on a mangé dans la journée, et en fonction des résultats qu'on a eu juste avant, donc avoir une estimation de si on mange trop ou pas assez. Cette question du manger trop ou pas assez nous amène au point 4, en fait, qui est la question d'équilibrer ses apports alimentaires, c'est-à-dire ne pas manger trop, ne pas manger trop peu. Et vous avez ce petit tableau avec ces quelques dessins, donc dépenses physiques et apports alimentaires, gérer son équilibre. Si on mange 12 000 kJ, donc le joule c'est expliqué un petit peu plus haut dans le cours, je me suis pas arrêté dessus, le joule c'est la valeur, enfin l'unité de valeur énergétique qu'on utilise en général.
Ça se calcule, ou la calorie ou le joule, hein. C'est deux systèmes systèmes d'unités différentes, mais qui, dans les deux cas, mesurent l'énergie qu'on dépense. Donc si on mange 12 000 kJ, qu'on dépense 12 000 kJ, on est stable au niveau de sa masse corporelle. Si on mange 16 000, qu'on dépense que 8 000, dans le cas de notre jeune homme ici, en regardant trop la télé sans rien faire, et en plus il est beaucoup trop près de l'écran, on a une augmentation de la masse corporelle, on grossit. Hein. Et si à l'inverse on mange que 8 000 kJ et qu'on en dépense 12 000, on a une réduction de la masse corporelle. Donc c'est ce qu'on fait quand on veut faire un régime. Par contre, si on est en activité physique intense et qu'on est déjà mince, c'est qu'on mange trop peu, on se retrouve en situation de maigreur. L'idée dans tout ça, évidemment, c'est d'avoir le meilleur ratio possible, on va dire, entre ce dont on a besoin, ce qu'on dépense pour être bien dans sa peau, simplement. Voilà. Ce qui n'est pas toujours pas toujours évident à faire de nos jours avec toutes les délicieuses cochonneries qu'on a à manger en permanence. Donc l'alimentation saine et équilibrée, c'est pas toujours évident. Donc vous avez tous vu passer à la télé les pubs 5 fruits et légumes par jour, mangez bien, bougez bien, ce genre de choses, voilà, qui sont supposées vous inciter un petit peu à équilibrer vos apports pour ne pas se retrouver notamment en surpoids. Voilà. Attention à ne pas tomber dans l'extrême inverse, se retrouver en situation de maigreur, c'est pas bon non plus. Hein, donc ni trop mince ni trop gros, voilà, bien dans ses baskets et bien comme vous sentez. Après, il y en a qui se sentent bien avec un peu plus de poids, d'autres avec un petit peu moins. Le tout, c'est de se sentir mieux dans sa tête et dans son corps. Voilà. Donc, quand l'apport alimentaire est supérieur à la dépense physique, la masse corporelle augmente. Quand l'apport alimentaire est inférieur à la dépense physique, la masse corporelle diminue. Et quand l'apport alimentaire est égal à la dépense physique, il y a une faute d'orthographe, égale sans E, à la dépense physique, la masse corporelle est stable. Donc il faut s'alimenter en fonction de son activité physique pour être à l'équilibre. Il y a quelques petites fautes de frappe qui traînent que je corrigerai avant de faire le PDF que je devrais vous envoyer après ça. Donc là, c'était un petit exercice extrêmement simple de balance entre ce qu'on avale, ce qu'on dépense et où est son équilibre, hein, donc, qui reprend ce qu'on a vu juste avant. Si on mange trop, on grossit, si on mange pas assez, on maigrit, si on mange en quantité suffisante, on se maintient. Voilà. Donc cette première activité assez simple, hein, le bilan qu'on en tire. Donc les aliments sont composés de lipides, protéines, glucides, eau, vitamines, fibres et sels minéraux. Donc ça, c'est les différentes catégories, entre autres, qu'on pouvait trouver dans le tableau du site web du début d'activité. Donc c'est toutes ces choses qui se retrouvent normalement dans la nourriture qu'on ingère. Donc ces aliments sont nécessaires pour produire de l'énergie. Nous avons des besoins quantitatifs, c'est-à-dire qu'il nous faut une certaine quantité d'aliments, et aussi qualitatifs, donc une grande diversité. On ne peut pas manger que du gras ou que du sucre ou que de la viande. Il faut évidemment varier les besoins, varier les apports, pardon. Et donc un déséquilibre entre les apports et les besoins alimentaires peut entraîner du surpoids ou de l'insuffisance pondérale, donc de la maigreur. Voilà. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Essayer de manger dans des quantités qui sont conformes à la dépense dont on a besoin pour se sentir bien. Voilà. Ça, c'est l'aspect, on va dire, extérieur des choses. Maintenant, la question qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe dans le corps une fois que l'aliment a été ingéré. Donc l'activité 2 concerne donc le trajet des aliments. On va avoir tout un tas de documents qui vont nous permettre de voir ensemble l'anatomie du tube digestif à peu près en détail. Et éventuellement qu'est-ce qui se passe à droite à gauche dans ces différents organes qui constituent le tube digestif. Donc petit rappel, nos cellules ont besoin de glucose, de nutriments donc pour fabriquer de l'énergie. Donc entre autres choses, on trouve les nutriments dans notre alimentation. La question qu'on se pose donc, comment l'organisation de l'appareil digestif permet-elle le passage des nutriments dans le sang? Voilà, hein, puisqu'au départ on a des aliments, donc des choses qu'on mange qui sont, on va dire, qui sont de taille macroscopique, donc sont de gros morceaux. Arrivé au bout de la digestion, il faut qu'on ait des molécules relativement fines qui puissent en fait passer dans le corps pour qu'on puisse alimenter nos cellules. On ne va pas donner un bout de pain à la cellule comme ça ne va pas marcher. Donc quels sont ces mécanismes qui vont nous conduire de notre bout de pain aux briques élémentaires de nutriments dont on a besoin à la fin. Donc on a déjà dans un premier temps les organes et leur action mécanique. Donc ce qu'on appelle une action mécanique, c'est-à-dire comment est-ce que les aliments vont être mâchés, coupés, broyés, compactés par l'action des organes. D'accord ? Donc on oppose l'action mécanique à ce qu'on verra ensuite, qui est l'action chimique. Donc comment est-ce que les molécules ensuite sont décomposées progressivement. Donc déjà l'action mécanique, c'est la première étape. Avec les deux documents donc ci-dessous, nous renseignent sur les organes mis en jeu durant le trajet de la nourriture et leur rôle dans la digestion. Et on a également le temps de trajet dans les différentes parties du tube digestif. Donc on va pouvoir voir là, comme ça les organes principaux. Prioritairement, on a l'entrée, hein, c'est la bouche. L'action mécanique, découpage des aliments par les dents. D'accord, c'est normal, c'est tout bête, hein, vous prenez un morceau de n'importe quoi dans la bouche, vous le mâchez, vous le coupez en petits morceaux de façon à pouvoir l'avaler et sans vous étouffer. C'est la première étape de découpage qui dure 5 à 30 secondes, sauf si vous mâchez très longtemps.
De la bouche, on passe dans l'œsophage, donc qui est un tuyau qui relie la bouche et l'estomac. Dans l'estomac, 5 à 9 heures donc, de digestion directe, l'action mécanique, les aliments sont mélangés dans l'estomac, c'est concassé, c'est brassé. Ils forment une bouillie qui est ensuite expulsée dans l'intestin grêle. Étape suivante, intestin grêle, 8 à 10 heures. L'action mécanique ici, les intestins se contractent et se relâchent alternativement, ils brassent ainsi les aliments en cours de digestion. On passe ensuite dans le côlon, le gros intestin, 3 à 10 heures. Et on a le compactage ici des restes non digérés des aliments qui vont ensuite former les excréments qui seront virés par le rectum. Tout simplement, donc tout ce dont on n'a pas besoin, qui n'a pas été nécessaire ou qui n'a pas été digéré, ressort de l'autre côté, histoire que ça ne prenne pas de place. Voilà. Donc la petite légende qui va bien. Les organes de l'appareil digestif et leurs actions mécaniques dans la digestion. L'appareil digestif est vu en transparence à travers le squelette et l'intérieur des organes est observé à l'aide d'une caméra. Le temps de passage des aliments dans chaque organe est indiqué. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Ça vous donne aussi une vision un peu de ce à quoi ressemble l'intérieur du tube digestif. Donc vous verrez que l'œsophage, l'estomac, c'est relativement lisse en termes de parois a priori. Les intestins grêles, on voit quand même déjà un peu plus de relief et un peu moins dans le côlon. Donc on verra un peu plus tard pourquoi dans l'intestin grêle notamment, il y a ce relief qu'on n'a pas ailleurs. Petite expérience un peu dégueu, simulation de la digestion d'un morceau de steak de bœuf. Donc là on vous montre, en photo heureusement parce qu'en vrai c'est pas très ragoûtant. L'apparence en fait physique des différents, d'un aliment en cours de digestion. Donc il y a un morceau de viande dans une boîte en plastique. On le récupère après qu'il ait été mastiqué par les dents, donc on a déjà une purée de viande qui est déjà un peu moins sympathique. Dans l'estomac, donc l'aliment baigne dans une substance qu'on verra après, il est un peu dissous. Arrivé dans l'intestin grêle, on n'a plus que de la viande dissoute en fait, c'est du liquide d'apparence. Et dans le côlon, il reste que ce qui n'a pas été pris par le corps, donc quasiment plus rien. La viande est quelque chose qui a priori été absorbé en quasi-intégralité. À l'aide des documents 1 et 2, on peut remplir le tableau suivant, où on peut en fait distinguer donc, à quoi ressemblent les aliments et à quoi sert l'organe dans lequel ils passent. Donc dans la bouche, les aliments sont en petits morceaux, donc c'est un organe qui broie les aliments. Dans l'œsophage, toujours en petits morceaux, il ne se passe pas grand-chose. En fait, le rôle de l'œsophage, c'est surtout de pousser les aliments jusqu'à l'estomac. L'estomac, les aliments sont brassés pour finir par ressembler à un liquide avec des résidus. Dans l'intestin grêle, les aliments sont liquides. Le rôle de l'organe, c'est à nouveau de les brasser, de les compacter et de les assimiler. Et dans le gros intestin, dans le côlon, les aliments sont plutôt pâteux. Donc là, le côlon sert à récupérer en fait les sels et les liquides, donc les derniers éléments qu'on peut extirper d'un aliment avant de rejeter le surplus dans les excréments. Voilà. Donc ça, c'est la partie action physique, mécanique, du tube digestif. Je vais y arriver. Et on a en complément de cette activité mécanique une activité chimique qui passe vers ce qu'on appelle des enzymes de digestion. C'est dur à dire, enzymes de digestion, qui sont des substances qui vont permettre en fait, de décomposer la matière en fait, en tout petits éléments qui seront ensuite assimilables par le corps. Donc c'est ce qui est indiqué ici. L'action mécanique permet le passage des aliments d'un organe à l'autre le long du tube digestif. Elle permet également de débiter les aliments en portions de plus en plus petites, mais cette action a ses limites. Pour que les aliments deviennent des nutriments, aliments, nutriments, c'est pas la même chose, capables de pénétrer dans l'organisme, une autre action entre en jeu, celle des sucs digestifs et des enzymes qu'elles contiennent. Donc les sucs digestifs sont émis par différents organes qui appartiennent au tube digestif. Et dans ces sucs digestifs, on a des enzymes, donc ce sont des substances spécifiques qui vont décomposer la matière. Donc je vous montre des expériences juste après, vous les retrouvez dans votre manuel, page 370 et 371, sous d'autres formes. Voilà, donc l'expérience de Réaumur, un petit peu d'histoire, un petit peu ancienne. Donc à la au milieu du XVIIIe siècle, Giovanni Alfonso Borelli étudie la digestion et affirme que la digestion est un phénomène purement mécanique. C'est la première hypothèse qu'on a à l'époque. On ne prend que ça en compte, on n'a pas connaissance à l'époque des enzymes. Donc il pense que les aliments sont broyés par les dents, puis par l'estomac, ce qui permet leur transformation en nutriments. On n'a pas la technologie à l'époque pour savoir comment ça se passe à l'intérieur, en détail. Mais René Pierchaud de Réaumur, qui est un scientifique français, n'est pas d'accord avec cette théorie. Donc il va réaliser l'expérience suivante. Il va utiliser donc les rapaces, donc les buses en particulier, qui sont des oiseaux, souvent les rapaces, qui ont cette capacité de rejeter en fait en pelote les choses qu'ils n'ont pas digérées. Donc ils vont rejeter les os, les choses comme ça derrière.
Et donc, il aura la capacité de rejeter notamment cette petite expérience qu'on va lui faire ingérer. C'est-à-dire placer un morceau de viande dans un tube en fer, donc un cylindre qui est ouvert de chaque côté, hein, donc il y a quand même une communication, c'est pas un tube fermé. Et le postulat, en fait, c'est que s'il n'y a qu'une digestion mécanique, vu que la viande est protégée par le tube métallique, elle ressortira de l'autre côté dans le même état. Alors que si elle ressort dans un état différent, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont entrées en jeu. Donc il fait avaler ce cylindre à sa buse, et le lendemain, la buse rejette le tube. Le tube est intact, ne présente aucune trace de frottement. En revanche, le morceau de viande, lui, est réduit au quart de sa masse de départ, il est recouvert d'une bouillie qui vient du morceau de viande transformé. Donc, que nous montre l'expérience, hein, dont l'hypothèse était il y a une autre action que l'action mécanique. Et l'expérience montre qu'en l'absence d'action mécanique, la viande est quand même altérée en passant par le tube digestif. Il en conclut donc que des substances permettent une action chimique pendant la digestion. Substances qu'on ne connaît pas encore à ce moment-là, hein, je vous rappelle qu'on est en 1750. Mais par contre, il a déjà une première idée du fait qu'il n'y a pas qu'une action mécanique qui permette cette digestion. Quelques années plus tard, 1783, un scientifique que je crois italien, Spallanzani, ça sonne comme italien. J'ai pas le temps d'aller vérifier l'info, hein, mais bon, voilà. Pour ceux qui veulent, un coup de Wikipédia, c'est facile de se renseigner. Donc Spallanzani recueille une substance dans l'estomac d'un coq, les sucs gastriques. Donc il arrive d'une façon ou d'une autre avec une seringue ou par dissection, j'ai pas le détail de l'expérience exactement, à récupérer donc les sucs gastriques de l'estomac. Il place un morceau de viande dans un tube à essai en présentant ses sucs gastriques et observe le résultat au bout de quelques jours. On précise que pour être efficace, la réaction doit se produire à la température du corps. Hein, d'accord. Pour avoir des conditions similaires à ce qui se passe dans le corps du coq ou dans l'autre, il faut évidemment que les choses se passent à la même température, c'est-à-dire environ 37 degrés. Si on est à la température externe, en général, il ne fait pas assez chaud pour que ça fonctionne correctement. Donc, l'expérience est la suivante. On a un tube A qui contient les sucs gastriques et la viande, et un tube B qui est notre tube témoin, souvenez-vous de l'expérience témoin, avec juste de l'eau pour comparer que la viande ne se décompose pas d'elle-même. Donc là où il y a les sucs gastriques, au bout de 35 heures, la viande est décomposée. Là où il n'y a que de l'eau, la viande n'a pas bougé d'aspect. Donc on prouve de cette façon-là qu'en présence de sucs gastriques, la viande est dissoute en quelques heures. En conclusion, les sucs gastriques permettent la transformation des aliments en nutriments grâce aux enzymes qu'ils contiennent. Voilà, donc dans les sucs gastriques, il y a cette substance qu'on appelle des enzymes qui ont cette action-là. Comment fonctionnent les enzymes ? Il y en a donc de différentes sortes qui sont émises à différents endroits du corps, du tube digestif. Il n'y en a pas qu'une dans l'estomac, on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres à d'autres endroits. Et chacune de ces enzymes en fait, a une fonction spécifique sur différents types d'aliments. Voilà, donc vous avez ici un joli schéma et quelques représentations de ces actions d'enzymes aux différents niveaux du corps. Donc notamment le premier qui est mis en jeu, c'est déjà dans la bouche. On a les glandes salivaires. Vous avez tous cette sensation quand il y a quelque chose qui vous donne envie de manger. Alors la salive qui vous remplit la bouche. La salive a déjà une première action en fait au niveau des aliments de prédécomposition. Une expérience que j'avais fait moi quand j'étais en 5e à l'époque. Simplement, vous prenez du pain, un bout de mie, vous le mettez dans votre bouche et vous le mâchez, mais longtemps, vous ne l'avalez pas. Et au bout d'un certain temps, vous allez avoir un goût sucré qui va ressortir. C'est simplement que en fait, les enzymes des glandes salivaires ont une action en fait, sur le pain qui, avec le temps, le transforme, commence à le décomposer. Et vous avez donc le goût qui se modifie parce que les substances que vous avez dans la bouche, si vous le gardez assez longtemps, c'est plus du pain aggloméré en pain, c'est déjà des débuts de décomposition en briques élémentaires de ce pain-là. Donc il y a cette espèce de goût sucré qui revient du fait de cette décomposition de la première heure. En général, évidemment, vous ne gardez pas le pain dans la bouche pendant 3 ans. Donc une fois que vous l'avez imbibé de salive et mâché, il passe dans l'œsophage et les enzymes font leur boulot à un degré où vous ne pouvez pas ressentir le goût en fait. Donc vous n'en rendez pas forcément compte. Mais par contre, voilà, n'importe qui a faim, on lui colle sous le nez un croissant qui sent bon, sa bouche naturellement va réagir, les glandes salivaires vont réagir à cette présence de nourriture, et vous avez de la salive plein la bouche qui est prête à faire son boulot. Voilà. Dans l'estomac, les enzymes se déversent dans la cavité de l'estomac directement. Au niveau de l'intestin grêle, on a le pancréas, donc qui est un organe qui est accolé, on va dire, au tube digestif, qui donc déverse des enzymes dans l'intestin grêle. L'intestin grêle lui-même a des enzymes qui sont capables d'agir en direct, et dans le côlon, on retrouve également des enzymes dans la cavité du côlon.
Donc il y en a donc à chaque étape vraiment du processus, vous avez ces enzymes qui fonctionnent. Sur la partie gauche, on vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc une fois qu'on a l'enzyme en fait agit sur un aliment qui est donc une chaîne de briques, une chaîne de molécules qui sont assemblées ensemble, et l'enzyme a cette capacité de désolidariser ces molécules pour les transformer en nutriments. Voilà. Donc ça marche sur les protéines, les lipides, les glucides, avec l'enzyme spécifique qui à chaque fois en fait permet de décomposer l'aliment en question en briques élémentaires, de lipides, de glucides ou de protides. Voilà, donc ce schéma pareil se retrouve page 372-373 du manuel. Ce qu'on en tire comme conclusion, c'est que les différentes enzymes sont sécrétées, donc sécrétées c'est-à-dire produites par différents organes, soit directement dans le tube digestif, donc au niveau de l'estomac, d'intestin grêle, du côlon, ou par des organes qui sont associés au tube digestif, les glandes salivaires notamment, et le pancréas. Voilà. Donc sans ces petites enzymes, on serait bien embêté pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le passage du nutriment dans le sang. Puisque, vous en doutez, techniquement, en fait, de l'ouverture de la bouche à la sortie du rectum, on n'est pas dans le corps, on est dans le tube digestif, mais on est techniquement sur l'extérieur du corps, puisqu'on est en contact avec l'extérieur via des parois. Donc, il faut à un moment donné, dans cette digestion, quand les aliments sont suffisamment décomposés en nutriments, que ces nutriments entrent dans le corps, ça va se faire au niveau de l'intestin notamment. Donc les nutriments sont assimilés au niveau de l'intestin grêle. Comment cette assimilation se déroule-t-elle? On observe une préparation sur lame d'intestin grêle coupé au microscope. On observe une préparation de lame d'intestin, donc de l'intestin qui a été coupé en lamelles très très fines de profil, qu'on peut observer au microscope sur une lame de microscope. Je tourne un peu en rond dans ce que je raconte. Peut-on dire en tout cas que la surface de l'intestin grêle est une bonne surface d'échange? On rappelle qu'une paroi est une bonne surface d'échange lorsqu'elle peut laisser passer une matière. Donc elle doit être très fine, simple, invaginée, donc invaginée c'est-à-dire repliée sur elle-même, et être en contact avec le plus de vaisseaux sanguins possible pour échanger avec eux. Donc ça c'est des choses qu'on aurait dû normalement, pareil, autant que possible, observer au microscope, qu'on ne peut pas faire puisqu'on n'est pas en cours. Donc on observe ici nos coupes, donc là on voit bien le tube de l'intestin, et donc des replis très nombreux qui se font, donc comme ce qu'on appelle des villosités ou des microvillosités. Et si on zoome sur ces villosités, on se rend compte qu'elles sont très très richement vascularisées, donc elles sont pleines de petits capillaires sanguins. Voilà, donc ça c'est le constat qu'on tire de cette expérience, enfin de cette observation. On constate qu'il s'agit d'une bonne surface d'échange, car l'intestin grêle possède une grande surface d'échange. Ça tourne un peu en rond ce que je raconte là. Et là j'ai un bug, ça c'est le problème, vous voyez, quand je fais des cours en boucle, des fois j'ai fait des erreurs dans mes phrases, il faudra que je corrige ça. Ça ne veut rien dire, donc on constate qu'il s'agit d'une bonne surface d'échange, car l'intestin grêle possède de très nombreux replis, présentent des villosités. Ces villosités ont une paroi très fine qui permet le passage des nutriments dans le sang grâce à un riche réseau de capillaires sanguins. Donc c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Je n'aurais pas dû le reformuler à la fin puisque je me suis un peu loupé là. Donc voilà, donc je reformule. Très grande surface d'échange, beaucoup de replis qui augmentent encore cette surface d'échange, c'est ça que je voulais dire. Et donc cette surface d'échange augmentée de ces microvillosités qui sont chacune richement vascularisées par des capillaires sanguins. Donc a priori toutes les conditions sont réunies au niveau de cette paroi pour que les nutriments puissent passer, intégrer le sang et par là pénétrer dans le corps humain. Bilan. Voilà, sans s'en mêler les pinceaux cette fois-ci. Les aliments sont transformés tout au long de notre tube digestif pour pouvoir libérer des nutriments, les nutriments qu'ils contiennent. Pour cela, ils subissent une action mécanique de broyage et de malaxage ou une action chimique grâce aux enzymes. La longueur d'intestin, ses nombreux replis et la présence de très nombreux vaisseaux sanguins permettent l'absorption des nutriments, de l'eau et des sels minéraux vers le sang. Voilà, donc là, on a à nouveau un petit schéma des organes du tube digestif qui nous fait ce bilan. Donc vous retrouvez la bouche, les glandes salivaires, l'œsophage, l'estomac, le foie et le pancréas qui ont leur rôle dans la digestion et la sécrétion d'enzymes, l'intestin grêle, le côlon et l'anus ou le rectum par lequel les excréments, donc tout ce qui n'a pas servi à la digestion et au corps humain, est rejeté par la suite. Activité 3, les régimes alimentaires. Voilà, donc j'espère que vous êtes toujours encore là, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble, que vous n'avez pas trop décroché. Donc pour rappel, donc, les animaux n'ont pas tous le même régime alimentaire. Herbivores, omnivores, carnivores, vous connaissez ça. Ils tirent donc leurs nutriments de différentes sources. Donc question, on va revenir dessus, quels sont les différents régimes alimentaires? En quoi les êtres vivants sont-ils adaptés à ce régime alimentaire? Puisque le tube digestif ne va pas être le même en fonction de ce qu'on mange. L'évolution nous a amené à manger des choses différentes et donc à les digérer de façon adaptée à tout ça.
Donc observation du tube digestif de différents animaux en fonction de leur régime alimentaire. Nous allons observer plusieurs dessins et voir si l'anatomie du tube digestif varie en fonction du régime alimentaire. Nous allons ensuite reporter ces observations dans un tableau. Encore un travail que vous auriez dû faire vous-même en cours, mais qu'on fait ici du coup. Donc on a un système digestif du vautour, de l'araignée, du renard et du lapin. Donc on va pouvoir faire différents constats notamment, qu'on va regarder ensuite ensemble. Donc je vous conseille de regarder 2 secondes vous-même ces dessins, pour voir notamment que chez le vautour, on va se rendre compte qu'il y a des développements du tube digestif qu'on n'a pas chez nous, notamment la présence du jabot. Chez l'araignée, à l'inverse, on a un système qui est assez diffus, il n'y a pas vraiment d'intestin au sens strict replié comme chez nous. Le renard a plutôt des intestins qui sont beaucoup moins longs, moins développés que le lapin, à l'inverse, qui lui a vraiment un intestin qui est très très long. Et on retrouve notamment cet organe qui s'appelle le cécum, qui est très développé chez l'herbivore, mais qui est pas très développé chez le carnivore. On a ensuite petite différence notable qui est regardée entre l'herbivore non ruminant, ça c'est le lapin. Donc vous savez ruminer quand vous voyez la vache qui remastique ce qu'elle a déjà avalé. Donc ça fait partie du processus de digestion. Donc chez l'herbivore non ruminant, comme le lapin, on a un estomac qui est assez simple. Si on descend chez le cerf, qui est un ruminant, on a un estomac qui est beaucoup plus complexe, qui va permettre le retour en fait dans différentes cavités de l'herbe qui a été mangée pour être mâché, remâché, transformé, ramené, re-ravalé. Tout ça participant au processus de digestion. Et dans le cas de l'atope qui est insectivore, on a quelque chose qui est assez proche du carnivore avec un intestin qui est très peu développé, très peu différencié en fait. Voilà. Donc là on peut reporter quelques-unes de ces observations dans ce tableau, qu'on ne va pas détailler particulièrement en détail, je vous laisse le regarder. Notamment la longueur d'intestin qui va changer en fonction du régime, la complexité des organes qui le composent va changer également, il y a parfois la présence du jabot ou pas dans le cas des oiseaux. Donc que constate-t-on au final? L'intestin est plus long chez les animaux herbivores et omnivores que chez les carnivores, et le jabot est présent uniquement chez le vautour, qui est le seul oiseau qu'on observe. On peut supposer que chez les autres oiseaux, on va retrouver également cette présence du jabot. Une fois qu'on a vu ça, on peut observer un peu d'autres adaptations des êtres vivants en fonction de leur régime alimentaire. Donc, existe-t-il d'autres différences morphologiques chez les animaux en fonction de ce régime alimentaire? Donc on a d'autres documents et on reporte nos observations à nouveau dans un tableau. Les dents, par exemple, sont extrêmement variables selon qu'on soit omnivore, carnivore, herbivore ou herbivore spécialisé. Donc vous pouvez regarder donc ça dans la colonne de gauche. Les dents, les molaires portent des petites boules chez les omnivores. Donc chez nous, vous voyez qu'on a des incisives pour couper, des canines pour mordre et accrocher les choses, et des molaires relativement développés pour concasser ce qu'on avale. Chez le carnivore, on a surtout essentiellement des dents qui sont très tranchantes et un fort développement au niveau des canines qui permettent donc de déchiqueter la viande. Alors qu'à l'inverse, chez les herbivores, et ça va aller en augmentant selon leur spécialisation, on a des molaires et des dents de façon générale qui sont très plates, qui sont pleines de petits reliefs qui vont permettre de concasser, de mâcher, de réduire en petits morceaux les feuilles notamment, ou l'herbe, enfin tous les végétaux en général. Donc la morphologie des dents varie en fonction du régime alimentaire. Le cécum, on en a parlé vite fait tout à l'heure chez les herbivores. Qu'est-ce que c'est que le cécum? Donc on a vu que c'était une poche en gros qui était accolée à l'intestin grêle et qui était plus ou moins développée en fonction du caractère herbivore et ruminant de l'animal. Et ça tient à cette chose-là en fait qu'il faut savoir en priorité. Donc les végétaux sont composés en grande partie de cellulose, une molécule qui est complexe, qui est constituée d'un assemblage en chaîne de glucose, donc plusieurs sucres accolés ensemble qui forment la cellulose qui elle-même est partie intégrante des végétaux. Ces sucres sont très intéressants pour le corps, mais malheureusement, nous, en tant qu'humains, on ne peut pas digérer la cellulose. On est incapable de la transformer en glucose pour l'absorber. Donc par exemple, quand on mange une salade, on a très peu de calories dedans parce qu'en fait, on n'est pas capable de digérer correctement ces fibres-là. Chez les herbivores, il y a une stratégie qui résout ce problème. Ils ont cette poche qui est greffée sur l'intestin, le cécum. Nous, on l'appelle l'appendice. L'appendice, c'est un résidu du cécum qui n'est plus utilisé chez nous, mais qui existe encore. Qui de temps en temps pose quelques petits soucis d'infection, d'où l'appendicite, parce qu'en fait c'est un vestige de notre passé évolutif. Mais chez l'herbivore, donc la poche, cet appendice, le cécum contient des bactéries spécifiques qui sont capables, elles, de digérer la cellulose. Donc ce sont des bactéries qui sont extérieures au corps, qui sont logées dans le cécum, et qui en fait vont faire le travail de digestion de la cellulose. Donc elles vont en tirer des substances, et les résidus de leur digestion à elles, en fait, vont être utilisables par l'herbivore pour récupérer la cellulose. Donc les bactéries font le travail pour leur hôte. Donc c'est un bel exemple de symbiose.
Donc seuls les herbivores possèdent ce sécom qui permet la digestion de la cellulose grâce à des bactéries qui font cette digestion pour eux. Donc voilà, c'est quand même très pratique hein, d'avoir ce truc-là. Donc là, petits exemples, par exemple, comparaison entre le tube digestif de l'herbivore et du carnivore. Donc chez l'herbivore, chez le lapin, on a un estomac qui est assez petit, un intestin qui est très long, la présence de ce sécom très développé. Alors à l'inverse, chez les carnivores, l'estomac est beaucoup plus développé, et en revanche, l'intestin est plus court, la digestion n'est pas du tout la même. Les vertébrés carnivores sont souvent dotés d'un grand estomac extensible. Comme il leur arrive d'être privés de nourriture durant une longue période, ils doivent consommer autant de nourriture que possible quand ils réussissent à capturer une proie. Ainsi, un lion d'Afrique de 200 kg est capable de consommer jusqu'à 40 kg de viande dans un seul repas. Donc cet estomac est extensible de façon à accueillir plus de viande quand il y a besoin. Là où les herbivores ont accès on va dire de façon plus régulière à la végétation, ils n'ont pas besoin de chasser, donc leur estomac n'est pas aussi adaptable. Par contre, leur intestin sera plus développé parce que la digestion de l'herbe est plus complexe. Donc petit bilan, les carnivores possèdent un plus grand estomac que les herbivores pour stocker plus de nourriture en une seule fois. Cette taille peut encore augmenter parce que l'estomac est beaucoup plus extensible. Et les herbivores possèdent donc eux un sécom très développé au niveau d'intestin grêle et un gros intestin beaucoup plus long que les carnivores pour permettre cette digestion plus complexe de la végétation. Dans le cas de la vache par exemple, la vache c'est toujours un truc assez impressionnant. L'estomac de la vache, juste l'estomac, est composé de 4 parties. Donc dites-vous voilà, qu'ici passe beaucoup de choses. Le rumen qui est la plus grosse poche, l'herbe qui est avalée et malaxée et renvoyée dans la bouche, la vache rumine, ce qui permet de la broyer au maximum. L'herbe circule ensuite dans le réseau, le feuillet et la caillette. Je ne vous demande pas de le savoir, c'est pour l'exemple. Elle y est mélangée à des substances digestives et filtrées. Cet estomac complexe est donc capable de digérer de l'herbe avec l'aide indispensable de bactéries. Donc on passe de poche en poche, dans chacune des poches, on va dire, chacune de ces chambres de digestion, plus ou moins. Il y a des enzymes qui vont fonctionner, des bactéries, il y a des choses qui vont pouvoir être prédigérées et remâchées pour être redigérées ensuite, pour en fait utiliser au maximum la capacité de cet estomac à digérer et à décomposer la végétation. Donc la vache à ce niveau-là, a vraiment un estomac qui est gigantesque, qui prend presque toute sa cavité ventrale. Moi on m'avait expliqué quand j'étais à la fac, la vache c'est 4 jambes et un estomac au milieu, essentiellement. Voilà, donc c'est vraiment un travail, ça a l'air tout bête une vache comme ça, mais en fait au milieu c'est quand même assez complexe. Voilà, donc c'est vraiment l'exemple type balèze de l'herbivore qui fonctionne à fond, quoi. Voilà, donc encore une fois, on va pouvoir remettre toutes ces données dans un tableau. L'idée c'était que vous analysiez ces différents documents et qu'on fasse le bilan ensemble. Donc on peut voir donc, la différence de longueur de l'intestin grêle en fonction des différents types d'alimentation, la présence du jabou ou pas, du sécom, la forme des dents, la forme de l'estomac. On peut retrouver un peu tous ces éléments-là, donc, qui nous montrent bien qu'il y a une très très grande diversité de tubes digestifs en fonction du régime alimentaire des animaux. Bilan, les êtres vivants n'ont pas tous le même régime alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas tous les mêmes aliments. Il existe une diversité de structures en lien avec l'alimentation. Dans l'organe digestif, c'est comme, par exemple, l'intestin grêle des mammifères herbivores est souvent très long, car les végétaux sont difficilement digérés, la transformation en nutriments demande du temps. Le tube digestif contient donc une très grande quantité de bactéries différentes selon le régime alimentaire. Elles sont essentielles à la réalisation de la digestion des aliments. Par exemple, la cellulose ne peut pas être décomposée en nutriments, sauf par l'action de certaines bactéries du sécom des herbivores. Voilà, donc retenez bien, différents régimes alimentaires, différentes adaptations de ce régime et du type digestif en fonction de ce régime, avec différents organes plus ou moins développés qui vont être adaptés aux besoins de l'animal. Quelques définitions toutes simples à retenir: herbivore qui se nourrit de végétaux, carnivore qui se nourrit de viande, omnivore qui se nourrit dans différentes catégories d'aliments, ça c'est nous, entre autres, et le sécom, aussi nommé appendice, il s'agit d'une poche en fin d'intestin grêle contenant des bactéries différentes selon le régime alimentaire. Voilà, donc ça, on a vu donc l'action mécanique, l'action chimique, l'adaptation en fonction des régimes alimentaires. Il nous reste à voir un truc qu'on appelle le microbiote. Donc le microbiote, c'est l'ensemble de ces bactéries qui sont contenues dans notre tube digestif, donc qui n'appartiennent pas littéralement au corps humain, qui sont donc des hôtes que nous hébergeons, des bactéries bénéfiques et qui vont avoir cette activité supplémentaire de digestion. Donc on a vu qu'il existe de nombreuses bactéries dans la digestion chez les animaux. Qu'en est-il chez les humains? Quel est leur rôle? Et aussi quelle est la conséquence en fait, d'éventuels dérèglements de ce qu'on appelle la flore intestinale ou microbiote intestinal. Voilà. C'est l'ensemble des bactéries qui sont présentes dans notre intestin. Ces bactéries ne sont pas néfastes, au contraire, elles nous permettent d'être en bonne santé, mais en cas de déséquilibre, elles peuvent causer des maladies. Là, on a un petit cas d'étude.
avec notre ami Florian, qui souffre de problèmes de digestion, de surpoids et d'appétit depuis qu'il est tout petit. Il décide donc de prendre les choses en main et va voir un médecin. Donc on a fait quelques analyses, il a son petit dossier médical, il a 14 ans, il fait 70 kg, il fait 1m60, donc il est un petit peu en surpoids quand même. Il présente comme symptôme des douleurs abdominales, il se sent ballonné quelques heures après le repas, il ressent souvent d'incontrôlables envies de grignoter malgré la mise en place d'un régime afin de limiter son surpoids, il n'a pas perdu de poids justement. On sait que son père et sa sœur, que son père et la sœur de son père présentent les mêmes symptômes. On a fait quelques analyses. Dans son estomac, on n'a pas trouvé cette bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori. Donc encore une fois, c'est pas un nom que je vous demande de retenir évidemment, c'est pour l'exemple. C'est une bactérie qui est responsable de plaies qu'on appelle des ulcères. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il n'a pas ces bactéries dans l'estomac, donc pas de problème. Dans l'intestin, par contre, on a trouvé une grande quantité de bactéries pro-inflammatoires et un déséquilibre entre deux types de bactéries en fait, qui sont spécifiques à l'obésité. Et si cet équilibre n'est pas respecté, on a des cas d'obésité. Donc a priori, on a repéré dans cette analyse ce déséquilibre. Et dans le sang, voilà, il manque un petit bout de phrase, on retrouve également ces molécules de l'inflammation, donc qui montrent qu'il y a effectivement un petit problème d'équilibrage de ces bactéries intestinales qui lui causent en fait ces soucis-là. Et mettons une hypothèse sur l'organe qui a un problème. Donc on reprend ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes. Je suppose que l'organe qui dysfonctionne est, donc soit l'estomac, soit le foie, soit l'intestin, et on essaie de choisir une proposition par hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, on reprend ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes. On constate qu'il n'y a pas de bactéries responsables d'ulcères dans l'estomac. On constate en revanche qu'il y a des bactéries pro-inflammatoires dans l'intestin, ainsi qu'un déséquilibre entre 2 bactéries dans l'intestin. On suppose donc que l'organe qui dysfonctionne est l'intestin. Complétons le tableau suivant. Les groupes de symptômes sont à relier directement donc, avec les causes qui les provoquent. Douleur abdominale et ballonnement sont à relier aux bactéries pro-inflammatoires et à la présence de molécules de l'inflammation dans le sang. Surpoids plus grignotage à relier au déséquilibre entre les bactéries, donc Bacteroides et Firmicutes, des noms un peu complexes, mais voilà, donc ces 2 types de bactéries qui, en cas de déséquilibre, sont connus pour générer ce surpoids. Alors, quelques documents de précision qu'on regarde ensemble, d'après ces documents, de quelle maladie souffre Florian. Donc, petit rappel sur le microbiote intestinal. Le microbiote, je l'ai dit un petit peu en ouverture de l'activité, c'est l'ensemble des bactéries qui peuplent nos intestins. On peut considérer le microbiote comme un organe à part entière, tant son importance est développée en termes de digestion. Le microbiote est composé de moins 100 milliards de bactéries. Faites un peu le compte, 100 milliards de bactéries, c'est 10 fois plus de cellules que dans tout notre corps. Il pèse plus d'1 kilo. Donc dans votre corps, pour quelqu'un qui fait 70 kg, 1 kilo complet de bactéries. Donc imaginez comme c'est comme microscopique la quantité que ça fait. On a 500 à 1000 espèces de bactéries différentes dans notre flore intestinale, dans notre microbiote. Et donc ce microbiote permet notamment de dégrader les fibres et de fabriquer certaines vitamines essentielles à notre corps lors de la digestion. Elle permet également de protéger notre intestin contre la prolifération de bactéries pathogènes, donc qui provoquent des maladies. Le déséquilibre de la flore intestinale peut provoquer une inflammation, une réaction des tissus à une agression, entraînant donc des problèmes de digestion. Ce microbiote, en fait, n'existe pas à la naissance. C'est ce que nous montre le document 2, à la naissance, le nouveau-né est stérile. Il n'a aucune bactérie dans son tube digestif. Le premier contact qu'il a avec des bactéries s'effectue lors de l'accouchement. Avant ça, normalement, le bébé grandit dans un environnement qui est complètement protégé de bactéries. La composition du microbiote varie fortement dans les premiers mois de la vie dans notre tube digestif. La diversité des bactéries présentes dans notre tube digestif augmente progressivement avec l'âge et est différente selon chaque individu. C'est pour ça qu'au début, un bébé ne boit que du lait maternel et que très progressivement, on va l'adapter, lui faire manger d'autres choses qui vont lui permettre de développer sa flore intestinale et de la digérer. Voilà, j'en sais quelque chose, j'ai un bébé de 4 mois à la maison actuellement. On est en plein dedans, entre ce à quoi ressemblait son caca au démarrage et ce que ça est maintenant, ce que ça va devenir quand elle va commencer à manger, on voit clairement que la digestion n'est pas la même. Voilà, c'est pas super... Bon appétit si vous êtes en train de manger, hein, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut constater chez l'enfant très vite, jusqu'à arriver à un âge où ce microbiote est développé correctement et où on peut manger à peu près tout normalement dans des conditions de digestion correctes. Document 3, le rôle du microbiote dans l'obésité. En 2013, on a transféré le microbiote intestinal de 2 jumeaux. Donc 2 jumeaux qui sont techniquement totalement identiques, et pourtant on en avait un qui était mince et un qui était obèse. Donc, a priori pas logique. Donc on a transféré ce microbiote dans l'intestin de 2 groupes de souris, qui eux n'avaient aucune bactérie, et les souris ont ensuite été soumises au même régime alimentaire. Qu'est-ce qu'on constate? Avec le microbiote du jumeau obèse, la souris grossit, avec le microbiote du jumeau mince, la souris ne grossit pas. Donc on a vraiment une influence importante de ce microbiote, qui lui n'est pas lié à la génétique, donc qui effectivement explique que chez 2 jumeaux on puisse avoir des comportements différents,
qui explique ces différences d'apparence extérieure et de digestion chez deux personnes qui sont théoriquement des jumeaux, donc identiques. Et enfin, la dysbiose est ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Concernant donc, ces personnes qui souffrent de ce syndrome, les causes sont multiples et encore mal identifiées. Afin de mieux comprendre ce syndrome, les chercheurs auscultent le microbiote. Encore une fois, on revient sur le microbiote. Et quand on se retrouve avec de sérieux déséquilibres de ce microbiote, on a atteint de ce qu'on appelle la dysbiose. Les résultats des analyses ont montré qu'un aliment ingéré par une personne atteinte de ce syndrome produit moins d'acides gras, qui sont normalement des acides gras protègent en fait les parois d'intestin, et plus d'hydrogène et de sulfure qui peut être à l'origine de douleurs abdominales, donc de ballonnement. Donc quand on a ce syndrome de l'intestin irritable, on a plus facilement mal au ventre, à l'intestin, et des gaz, littéralement du ballonnement, une difficulté à digérer, parce que ce microbiote est déséquilibré. Donc d'après le document 4, et les différents éléments qu'on a pu regrouper, on voit donc que Florian est atteint de dysbiose. Donc il a ce déséquilibre de la flore intestinale, qu'il faudra corriger par une alimentation par la suite, qui crée donc ces ballonnements, cette envie de manger, et cette prise de poids qu'il a du mal à contrôler. C'est la question qu'on vous posez en petit 4. Trouve dans les documents pourquoi le microbiote peut-il être à l'origine de l'obésité. Une personne obèse a un microbiote intestinal déséquilibré. Il y a plus d'une certaine bactérie, une variété moins importante de bactéries, donc il y a un déséquilibre par rapport à l'équilibre original. Lorsqu'on introduit son microbiote dans un patient maigre, celui-ci grossit, le microbiote est donc responsable du poids de l'individu. Voilà, donc on y revient encore une fois. Indépendamment de ce qu'on mange ou de sa génétique de base, le microbiote qu'on possède dans son corps a sa propre influence sur la digestion et sur la prise de poids. Donc bilan de cette partie-là, cette dernière partie, le microbiote intestinal est l'ensemble des bactéries présentes dans les intestins. Il joue un rôle essentiel dans la récupération des nutriments que la digestion n'a pas pu libérer. Il protège aussi des infections. Chaque personne possède un microbiote unique. La dégradation du microbiote est aujourd'hui reliée à l'apparition de nombreuses maladies, comme le diabète ou l'obésité. Le microbiote est spécifique au régime alimentaire, c'est pourquoi on peut être dérangé lorsqu'on voyage dans un pays étranger et qu'on mange la nourriture locale. Le microbiote a besoin de temps pour s'adapter. C'est pour ça qu'en général, on vous dit, si vous allez dans un pays, pour nous qui habitons en France, dans un pays tropical, on vous dit souvent évitez de boire de l'eau du robinet, de manger local trop vite, ou en tout cas faites attention, parce que de l'instant où vous vous exposez aux bactéries qui sont là-bas dont vous n'avez pas l'habitude, votre microbiote réagit et vous pouvez avoir des diarrhées, des constipations, du mal au ventre, des gaz, être mal fichu pendant un certain temps. Voilà, et il faut un certain temps pour s'adapter. Voilà. Tac. On est arrivé au bout de notre cours. Donc on a vu successivement donc, que les régimes alimentaires varient en fonction des individus, en fonction des besoins, en fonction de l'activité. Qu'on possède donc un tube digestif qui a une action mécanique et une action chimique qui permet de décomposer les aliments dans différentes parties, différents organes qui le composent. Que ce tube digestif s'adapte en fonction des régimes alimentaires et de l'évolution des espèces animales, y compris la nôtre. Et qu'en plus de ces actions, on a cette présence de ce microbiote, donc ces bactéries extérieures à notre corps, qui logent chez nous, qui sont essentielles à la bonne digestion et au maintien d'un poids correct. Donc c'est un ensemble de fonctions, d'activités qui sont connectées, qui permettent en fait cette fonction qui apparaît assez simple, du fait de manger, de digérer et d'aller aux toilettes. Au bout du compte, vous voyez qu'il y a quand même énormément de mécanismes très complexes qui sont mis en place au milieu de ça. Donc on pourrait rentrer dans le détail, évidemment, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, on n'en est pas là à votre niveau. Mais voilà, donc gardez en tête ces différents éléments qui composent le tube digestif et qui permettent une digestion correcte. Voilà, donc 48 minutes de vidéo, j'espère que vous avez fait des pauses entre deux, c'était assez long, mais là on a en fait ensemble tout notre cours, on sait que vous vous y perdez pas, donc n'hésitez pas à faire une pause au milieu, à y revenir, à refaire des allers-retours. Je vais vous laisser le temps de digérer tout ça, littéralement. Et n'hésitez pas à revenir vers moi, encore une fois, via Pronote, via la classe. La classe, elle a bien fonctionné au niveau des mails, donc passez de préférence par la classe maintenant pour me contacter. Si vous avez des questions, des précisions, si vous voulez que je revienne sur un point en particulier, on essaiera de voir ça ensemble. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, revoyez bien ça, puisque d'ici une semaine ou deux, on se reverra sûrement pour la petite évaluation de cet énorme cours. Voilà, donc dites-moi aussi, faites-moi savoir si ce format-là, et tout d'un coup, c'est pratique pour vous, ou si c'est mieux en fin de compte que je fasse en plusieurs parties, parce que c'est trop indigeste là, tout d'un coup, quoi. Voilà, sur ce, donc prenez soin de vous encore une fois. Bon courage à ceux qui sont retournés en cours, bon courage à ceux qui sont toujours chez eux à travailler pour l'instant en confinement, ce qui est aussi mon cas, voyez-vous. Enfin, pas en confinement, mais en précaution, on va dire.
Et faites comme attention, gestes barrières, tout ça, c'est quand même toujours important. Hein, voilà. Donc ne relâchez pas votre vigilance si on veut pouvoir, j'espère, dans quelques temps, voire en septembre, faire une rentrée correcte. Allez, à bientôt, on se retrouvera pour le prochain cours dans assez peu de temps. Bye bye.